Bonjour, bienvenue au Rendez-vous des Cultures, le magazine culturel de Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Dans ce numéro, je reçois Chris Nyanguna et Joris Mabiala. Bonjour Chris, bonjour Joris. Bonjour Anthony. Ouais. Merci et bienvenue dans ce plateau de Rendez-vous des Cultures. Je ne vais pas vous poser la question que je pose habituellement aux invités, s'ils se connaissent. Vous connaissez déjà et ça fait des années. Ah ouais, ça fait plus de 30 ans que je le supporte quand même. Bon, 30 ans. Bah autour, en tout cas. C'est ce qu'on dit, c'est toujours eux. C'est toujours eux. Non, ça fait plus de 25 ans que vous connaissez. Qu'on se connaît et que je le supporte quand même. Alors, faisons un petit récapitulatif historique. Vous vous êtes rencontrés pour la première fois. À quelle occasion c'était? Ah ouais, moi je saurais plus dire. Quelqu'un se souvient? Je ne saurais plus dire, mais je sais que c'est au théâtre. Je sais que c'est au théâtre. On a participé à des festivals. Ah, vas-y, il faut te parler à l'étranger ensemble. La première folie, c'est Kinshasa en fait. Kinshasa au carré. Ah, c'est la première folie, tu penses? Oh, là où ça commence à déborder, de partir dans tous les sens. Bon, en tout cas, il fait partie de la grande famille théâtrale. Joris, pour moi, fait partie de cette grande famille théâtrale congolaise. Hein, parce que la famille théâtrale, pour moi, elle est très très grande. Donc la partie congolaise, Joris fait partie de cette famille-là qui va de Paul Milongo ou de Victor Twakanda à nos petits qui nous suivent. À nos petits qui embrassent cet art aujourd'hui. Ouais. Chris, tu étais à Cayenne pour un spectacle. Sony Congo ou la chouette petite vie osée de Sony Laboutansi. Ouais. Et dans quelques jours, tu vas aller à Nantes, au Grand T, pour jouer avec le spectacle de Dieu Dené, Kengeji. Ouais. Et qu'est-ce que tu ramènes de Cayenne, la tournée à Cayenne? Je sais que tu as déjà fait beaucoup de tournées. Qu'est-ce que ça t'a rapporté? Ouais, mais les tournées font partie de la vie d'un artiste. Heureusement que dans ce métier, il y a cette partie-là. Sinon, je ne sais pas si je continuerai à le faire. Parce qu'il s'agit avant tout d'art. Et l'art, c'est la curiosité par excellence. C'est la découverte de la vie et des choses. Moi, j'étais déjà à Cayenne avant d'aller physiquement à Cayenne par la littérature, par les œuvres caraïbéennes, par les discussions et autres échanges avec mes amis. Donc, ce que je ramène à Cayenne de façon pratique, c'est d'abord la grande grève là qui a failli me bloquer sur place, parce que pour rentrer, ça a failli être un peu. Ça n'était pas facile. Pour rentrer, j'étais obligé de passer par le Brésil. Et après, ce que je ramène de Cayenne, c'est pas forcément de Cayenne, mais de la Guyane, c'est cette forêt importante qui ressemble étrangement aux forêts congolaises, aux forêts tropicales, aux forêts congolaises. Et surtout, pas à Cayenne, on a aussi joué à Saint-Laurent du Maroni. Et à Saint-Laurent du Maroni, j'ai joué dans un théâtre, dans un théâtre qui est situé à l'intérieur du camp de la transportation. C'est-à-dire à l'intérieur du bagne, c'est-à-dire la salle dans laquelle tu as joué, se trouvait dans le bagne. C'était un bagne en fait, c'était une cellule pour bagnards, pour tous les prisonniers qui sont partis. Et à ce moment-là, je dis toujours que le théâtre, l'art ou le théâtre rencontre l'histoire et les choses prennent un autre sens. Et on se sent pas de la même façon. Les choses deviennent pleines, deviennent pleines et chargées, j'ai envie de dire. Et c'est des moments très importants chez un artiste que de jouer dans des lieux comme ça. Et de surcroît, on jouait une pièce, pas de Sony Laboutansi, mais une pièce sur Sony Laboutansi, c'est-à-dire une pièce qui parle de l'œuvre, de la vie et de la pensée de Sony Laboutansi. Alors, raisonner, dire ces textes, dire les pensées de Sony Laboutansi dans cet environnement, tout d'un coup, les choses, on se laisse porter dans une autre dimension, j'ai envie de dire. Et mais tu étais sur scène avec Marcel? J'étais sur scène avec Marcel Monkita, qui est... on peut dire que vous vous retrouvez dans plusieurs spectacles depuis un certain nombre d'années.
c'est ça la connivence. C'est ça qui est bien au théâtre. C'est pas pour rien qu'on est une famille. Ce n'est pas pour rien qu'on est une famille. C'est parce que les gens, on se connaît et on a plaisir à se retrouver et à partager des paroles, des idées. Parce que quand on est acteur, le métier d'acteur consiste en une chose. Enfin, à mon humble avis, le métier d'acteur consiste à défendre les idées et les idées d'un auteur et l'univers d'un metteur en scène. C'est ça un acteur. Un acteur est au service des idées d'un auteur et de l'univers d'un metteur en scène dans lequel il veut mettre ces idées-là. C'est ça le métier d'acteur. T'en penses quoi, Joris? Il parle bien. Hein. Il parle super bien. Waouh! C'est génial. Hein. Voilà, écoute, mais voilà, on y est. Moi, je crois que moi qui me pose toujours la question, c'est quand on va vieillir, je le sens. Je le sens, je dis que voilà, on est arrivé à l'étape où on ne fait plus que, maintenant on commence même à donner toute l'expérience, tout ce qu'on a appris, toute la lecture qu'on peut faire aujourd'hui, c'est selon le monde que nous croisons, selon les lieux que nous allons, et surtout de prouver à quel point qu'en fait on n'est plus que Congo. En fait, le Congo devient maintenant très insignifiant. On devient monde. On devient tellement monde et c'est intéressant quoi d'entendre ça. Oui, en parlant monde, il y a quelques jours, en début de mois, tu étais au Maroc pour un festival international de contes. Et depuis quelques années, tu as tissé des ponts entre le Congo, le Maghreb et la France. Oui, vous savez, il y a un proverbe ivoirien qui dit si on ne t'invite pas, fais venir. Donc, le Congo était de plus en plus très absent dans ce que disait Chris, à être là où l'histoire se fait, là où on forme la parole monde. Et par exemple, le monde du Maghreb, qui est un monde où on était présent dans les années 62, 60, où tous nos grands noms sont partis utiliser ce territoire-là comme tribune culturelle du continent. Et cette absence s'est faite. Après, je me suis dit, pourquoi pas le conteur que je revendique, qui est un conteur, pas simplement de raconter les formules qu'on nous a données, de formules magiques, mais de raconter autrement en dépassant les pères qui nous ont donné une certaine parole. Et du coup, le Maghreb s'y propose. Je suis souvent en Algérie, qui était donc la terre, sachant que l'Algérie, voilà, les combattants, ceux qui ont pu gagner leur indépendance, voilà. Donc, aller là-bas et donner une parole, dire aussi que je viens d'un Congo, je viens du bassin du Congo, là où il y a beaucoup d'avantages qu'on oublie d'en parler. Voilà, le fameux fond bleu, c'est là-bas, le bassin du Congo, c'est là-bas, les danses mythiques, voilà, c'est là-bas, le fleuve, c'est là-bas, les Sony, voilà. Et d'aller donner cette parole là-bas, ça a duré 10 ans. Au bout de 10 ans, aujourd'hui, ça adhère, parce que je commence à arriver à voir des Algériens qui commencent à s'intéresser à venir dans des activités au Congo. Et là, c'est le Maroc. Le Maroc, oui, le roi a dit que de Rabat à Marrakech, ça va être le centre du monde, ça va être le centre de l'Afrique. Je me dis, j'y vais. Je vais participer au projet. Comment s'est fait le contact avec le Maghreb? Généralement, pour les ressortissants de l'Afrique subsaharienne, le Maroc représente un petit mystère comme un territoire très renfermé sur lui-même. Mais c'est pour cela que j'y vais en tant que conteur, pour essayer de mettre les mots et des histoires sur l'imaginaire. Puisque à force de manquer d'imaginaire, on le remplace avec le côté lugubre de la vie. C'est vrai, nous avons nos jeunes qui sont là-bas, qui ont un grand problème de culture. Tu vois, changer automatiquement du manioc au couscous, ça fait quelque chose d'un peu compliqué. Et tu ne vois que cet aspect. Mais c'est une réalité. On est ce que nous sommes à l'image de ce que nous consommons. Donc, j'y vais au Maroc, prouver à nos jeunes que, voilà, toutes les cultures peuvent se croiser. L'autre, une fois qu'on a dépassé le jugement, on arrivera à le rencontrer. Et quand on le rencontre, la meilleure façon de se rencontrer, c'est la culture. Donc,
L'année passée, on était à 2 Congolais pour participer au lancement de ce grand festival international de la vie d'Arrache. Dans nos balades dedans, on se rend compte que dans la même ville, juste à 30 minutes de la vie d'Arrache, on tombe sur la grande place Tikaya Otamsi. Et c'est après que je me rends compte qu'il y a eu déjà mes aînés qui sont partis dans cette ville-là pour aller au Comoré, où le texte est sur la place. Les gens, quand ils nous ont vus, par exemple, cette année, tous là, ils sont venus, ils nous disaient, mais c'est qui c'est Tikaya Otamsi? Nous, on passe, on lit ces textes, mais on ne sait pas qui il est. Et on dit, mais nous, on vient de sa terre, on vient de là où ça commence, on vient, puisque, voilà, le Maroc, Méditerranée, l'Atlantique se croisent. Ouais, donc, c'est la route la plus rapide pour arriver à Pointe-Noire. Ouais. Alors, ouais, donc, Tikaya Otamsi a prouvé, avec déjà à une certaine époque, cette amitié-là. Donc, aujourd'hui, on était majoritaire, j'ai réussi à ramener toute l'Afrique à Graffiti, donc ma compagnie, à rejouer de certaines pièces il y a 20 ans qu'on n'a plus rejoué, ouais. Donc, l'envie, le projet, il est simplement de permettre à faire comprendre que les mots vont dépasser les pensées, parce que les mots aujourd'hui on les met en vrai. La panafricanisation est possible, et que ceux qui sont dans le continent ne peuvent pas seuls arriver à créer cette synergie. Il faut que nous, qui avons choisi d'autres cieux, d'autres périmètres, qu'on puisse ramener tout ce savoir-faire pour créer une Afrique d'échange. Chris, je te vois hocher la tête. Tu partages tout à fait. Ouais, je trouve ça beau ce qu'il dit. Beau, je t'avais dit, hein. Non, je trouve ça beau, profond et surtout très intéressant. Quand Joris te dit, les mots vont dépasser la pensée, c'est super fort ça. Pas la pensée en tant qu'action permanente de l'homme qui se confronte à une situation, mais les pensées telles que, voilà ce que moi j'appelle les slogans encore, tels qu'ils ont été, qu'ils nous ont été largués, jetés à la figure au panafricanisme. Et là il dit les mots, c'est-à-dire le côté pratique des choses, c'est-à-dire on va rentrer dans un pragmatisme, dans une tangibilité des choses, dans une palpabilité pour dépasser tout ce qui n'était que des slogans. Joris, tout à l'heure, en parlant, tu as cité Africa Graffiti. Je signale pour ceux qui ne connaissent pas Africa Graffiti, c'est ta compagnie que tu gères avec un certain nombre de comédiens, dont Nestor Mabiala, ton frère. Et la compagnie existe depuis 1996. Et cette année, vous allez organiser à nouveau à Pointe-Noire, Retour au Mbongi, le festival de l'oralité, la 17e édition. Comment se présente cette édition Mais en fait, le festival qu'on organise à Pointe-Noire n'est que simplement le terminus d'une année. C'est le miroir. Qu'est-ce qu'on a fait pendant l'année? On se retrouve, on appelle quelques copains pour dire, on re-questionne la réalité, on repose la question à la société, on redonne des réponses à ce public aussi jeune qui, de temps en temps, continue à remplir nos jauges. Mais le projet, elle est permanente. Disons, le projet est permanent, puisque l'idée, elle est permanente, en se rendant compte que les constats pour le continent, je crois qu'on pourrait gagner même le prix Nobel en constat. On est très fort en constat. Mais non, le problème, c'est quel est l'apport de tout un chacun? Et tout à l'heure, le technicien posait la question, alors l'artiste, dans tout ça, on dit, ben oui, mais écoutez, moi, j'ai réussi à donner une réponse à mon cher père. Comment mon cher père me regardait, me disant, alors, t'es parti en France. Tu as pensé à s'installer en France. Qu'est-ce que tu as appris en France? Et je regardais mon père, je riais, je lui ai dit, tu sais, je veux savoir ce que j'ai appris en France? Il m'a dit oui. Et je dis, ben en fait, la chose que j'ai appris en France, c'est de ne plus dire, j'ai faim. J'ai faim. C'est trouver le moyen de... Aujourd'hui, je suis sur autre chose. Et maintenant, ce que disait Chris, maintenant, je suis, qu'est-ce que je vais manger? J'ai faim, je l'ai fini. Comment je vais faire pour manger? Voilà. Et une fois que j'avais fini cette questionnement-là, aujourd'hui, je peux poser la question, qu'est-ce que je dois écrire? Quelle réponse que je dois donner à cela? Quelle réponse je donnerai à cet éditeur qui veut m'orienter sur telle demande? Voilà, c'est tout ça. Et le festival, c'est aussi ça. C'est pas venir mener la guerre à ceux qui n'ont pas compris ou ceux qui veulent comprendre. On est au-delà de ça, puisque l'Africa Graffiti, pour le Congo,
résonne en termes monde. Qu'est-ce que nous représentons, les petits 4 millions que nous sommes, sur les sphères mondiales? Qu'est-ce que nous représentons d'abord devant les rêveries et les bêtises de Trump? Qu'est-ce que c'est le Congo devant Trump? Voilà. Donc, le jour que j'arriverai à trouver vraiment une réponse là-dessus, je me dirais que le travail est fait. Joris est conteur, Chris est comédien, mais vous êtes également des auteurs. Oui, attention, mais pardon, excuse-moi Anthony, mais Joris est comédien aussi. Ah, comédien aussi. Ah, ben ouais. Ah, j'avais oublié qu'il avait commencé par il n'aime plus se présenter sous ce nom-là, mais au départ, tu es comédien avant de devenir conteur. Mais moi, je préfère être conteur maintenant. Quand tu vois ce que dit le directeur Pi, là, pour Avignon, je préfère être conteur. Au moins, je ne m'attendrai pas à une programmation en in. Je disais donc, en dehors de ça, vous êtes également des auteurs. Toi, tu viens de mettre un énième livre sur le marché. Chris, tout à l'heure, en plaisantant, disait que Joris publie un livre tous les 3 mois. Donc, le tout dernier, c'est les contes très africains. C'est quoi le concept, les contes très africains, alors que normalement tout ce que tu fais est africain? Ah bah tu vois, donc du coup, j'étais bien obligé de le prononcer vraiment. Avant les contes très africains, j'ai fait Rappel, et dans 3 jours que j'ai encore écrit avec Franck Cana, un théâtre qui est basé sur la dernière parole de la sagesse de Salomon. Curieusement, si j'avais pas dit très africain pour mon auto-recueil, vous direz aussi, celui-là aussi très africain, vous voyez. Et enfin, je n'écris pas, ce que je me bats beaucoup avec mes éditeurs, quand ils me demandent de faire des recueils de contes, c'est pas ce qui me motive de plus pour des recueils de contes, je laisse. J'ai pas mal des amis et des occidentaux qui s'en occupent déjà, des recueils de contes africains avec une vision. Mais moi, je pense écrire des concepts sur des questionnements proprement d'une jeunesse africaine ou de ce qu'on a compris de nos anciens. Donc, là-dedans, quand on me lit, c'est pas pour que mon enfant dorme le mieux, quoi. C'est un peu dans le même esprit qu'avec Zengamambo. Ouais, Zengamambo, c'est la grande surprise. Non, Zengamambo, ce qui est intéressant dans ce bouquin de Zengamambo, c'est que j'ai élevé un gosse, celui qui m'a sponsorisé mon passage, qui a fait tout ça. Je vais vous le montrer. Un bon graphiste, un bon créateur. C'est celui qui a fait tout ça. Tu vois, c'est mon garçon que j'ai élevé. Et voilà, on me demande de tourner. Donc, c'est Pierre Audemars dans Kindoki Family. Voilà, et donc de ce garçon, il a grandi, je l'ai eu, il avait 12 ans, aujourd'hui on a 28, il m'a fait grand-père. Et à un moment donné, comme il était parmi les fans de ceux qui écoutaient mes histoires, il a voulu me questionner sur de ce qu'il a vécu au Congo, ce qu'il a vu, comment il peut l'expliquer aujourd'hui, à lui aussi, à son enfant. Du coup, on a discuté à 2, donc c'est un livre à 2 où je lui ai raconté quelques épopées sur le pratique fétichisme. Et lui, il a fait des illustrations dessus, il a réexpliqué le masque. Comme là, par exemple, il vient de me poser une question que il faut que je t'envoie, que tu me répondes. Il me pose la question, qu'est-ce que ça représente pour moi, le foyer, les 3 pierres du foyer? Pourquoi il y a 3 pierres en tant qu'on prend pas de 5? Qui passait beaucoup de temps à la cuisine peut répondre, hein, autour de la grand-mère. C'est quoi le foyer? Je ne sais pas. Enfin, après moi, c'est une réponse. Si je dois tenter de répondre à ça, je dis bien tenter. Ça marque l'unicité, en fait. Ouais, parce que c'est le chiffre 3 qui nous ramène au chiffre 1. Je vais un peu dans mes lectures, parce que il faut partir de la Trinité pour revenir au chiffre 1. Il y a la triangulation de la parole, il y a plein de trucs, il y a plein de choses à dire dessus. Comme on dit, on l'arie notamment, on le dit, Boleba Nouanaka, Batatu Kakulaka. Ce n'est pas pour rien qu'il y a un Batatu. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un 3e chiffre à 2 pour que les forces se conjuguent, parce qu'il faut... il faut des énergies contraires pour qu'il y ait un mouvement. Il faut des énergies contraires à la dynamique. Voilà. Et Chris, tu n'es pas venu les mains vides. Tu es venu avec costume ou demi Dakar. Vous avez le choix. Ouais. Et tu nous as réservé un extrait. Ah ouais, simplement parce que parler de son livre, c'est quelque chose que je ne sais pas faire.
Et les, Avant de commencer sur la photo, c'est toi la couverture? Ouais, sur la couverture, c'est moi, mais c'est pas moi qui ai choisi cette photo parce que T'avais quel âge là? quand le livre, T'avais quel âge là? c'est moi tout gamin, parce qu'en fait c'est un livre dans lequel mon personnage parle à un fils imaginaire, parce qu'il est trituré du cerveau. J'aime bien les personnages qui sont triturés du cerveau. Et mon personnage parle à un de ses fils imaginaires. Et on parle, lui raconter sa vie, parce qu'il est, il est à l'orée de sa mort, comme on dit. Il est au seuil de sa mort. Donc il s'invente un fils imaginaire pour faire passer la douleur. Et il lui raconte sa vie. Mais c'est un livre avec celui-là, avec le deuxième. Oui, le deuxième texte, c'est des ombres et des lueurs. Des ombres et des lueurs. Oui, les ombres et des lueurs, c'est Joris qui se chargera de lire un extrait. Ça doit lui parler. Voilà, donc je vous fais un extrait parce qu'il parle un peu plus. Kalash. Kalash, Kalash. Kalash. Kalash, 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 Kalachnikov. L'arme la plus populaire. Vendue et dupliquée à plus de 100 millions d'exemplaires. Achetée comme des petits pains à la boulangerie du coin de la rue, surtout par les pays pauvres. Comme quoi, dans la bêtise, ils deviennent riches. Eh oui, quand le bon Dieu veut vous punir, il commence par vous enlever le sens. La Kalash a permis à nos dirigeants de mieux s'asseoir sur nos consciences. Car, dites-moi, sous la menace d'une arme, sous la froideur de son canon, qui ose encore l'ouvrir, nos dirigeants avaient vu juste pour une fois quand ils ont dit « le pouvoir est au bout du canon ». Alors, gavés par les mauvais films de guerre américains du genre Rambo, Delta Force et autres, qui nous faisaient avaler comme du petit lait l'idée selon laquelle le Vietnam n'était pas un camouflet, mais une vraie victoire pour l'Amérique, et que Chuck Norris et Rambo étaient bien sortis vivants de chez les Viet Cong, nos dirigeants ont décidé entre eux de mettre nos vies dans l'intervalle situé entre 0 et moins l'infini. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le choix. Pendant une dizaine d'années, tu vois, ils ont fait les remakes des films western. Ils ont tourné pour Walt Disney les meilleurs épisodes de sa cartoon. Avec leur milice, là, au nom risible, ils ont terrorisé toute la population. Alors qu'on n'avait rien demandé. Ah, si! On leur demandait du pain, du travail, des écoles, à boire et à manger, et ils nous ont servi la peur, la mort, les bombes, la faim, les maladies et le désespoir. Des vrais gaous, je te dis. Ils nous ont piqué nos années de jeunesse, nos rêves, notre temps. Parce que 10 ans, c'est pas 10 jours. Faut pas rigoler avec le temps. Time is money. De 93 au début des années 2000, nous vivions au rythme des bombes, des obus et des sélecteurs ouverts ou fermés. Et notre avenir commençait à se lire en ligne brisée. 10 ans à ne pas bien se saper. 10 ans à vivre retranchés, un coup dans un village, un autre en forêt pour essayer de mettre à l'abri nos maigres corps malnutris. Et pendant que nous allions nous cacher hors de la portée des bombes et des balles perdues, eux, avec leurs milices, passaient dans nos maisons et se servaient comme s'ils étaient chez eux. Et ils appelaient cela effort de guerre. Voilà, le costumé de Midaka. Il est très parlant, notamment pour nous qui avons vécu tout ça, qui avons connu ça. On se sent que des années après, l'histoire est encore présente. C'est vous qui l'avez ramené au Congo. Moi, j'ai écrit une histoire, il n'y a aucune localité qui est désignée. Oui, il n'y a aucune localité qui le désigne, mais bien entendu, de par tes origines, on sent déjà, parce qu'il y a un élément temporel qui est là, c'est 93 et au début des années 2000. Ah d'accord, je l'avais oublié celui-là. J'aurais dû... Ouais, d'accord, ok. Donc, c'est le père qui raconte à un fils... Non, c'est l'histoire d'un père. D'un père, en fait, c'est l'histoire d'un... Mon personnage, en fait, a un caillou dans la tête. C'est une image. C'est un personnage qui a un caillou dans la tête et qui est pris de douleurs atroces tous les jours à partir de 4 heures du matin. Et le seul moyen qu'il a d'atténuer, de calmer sa douleur, c'est de parler. Or, pour parler, il faut avoir un vis-à-vis. Donc, il s'imagine un fils imaginaire à qui il va laisser en héritage ses paroles, sa vie. Et là, il se met à raconter, en fait, sa vie. Donc, c'est un personnage un peu qui souffre de bipolarité, qui est maniaco-dépressif. Alors, pourquoi ce titre, costume ou de Midaka? C'est imagé parce que quelque part dans mon histoire, mon personnage est aussi sapeur, amateur de sap et rêve de venir à Paris.
Et costume ou demi-Dakar, c'est juste la question que je me suis posée. J'aime bien, moi, les titres des textes qui sont longs, quoi, tu vois. Et demain, il pleuvra. J'aime bien. Et costume ou demi-Dakar, c'est une question que dans le monde de la SAP, on se pose souvent. Qu'est-ce qui est préférable? Alors, pour moi, il ne s'agit vraiment pas de SAP là-dedans, mais il s'agit de faire des choix. Parce que, comme disait feu mon père, toute la vie est une question de choix, c'est-à-dire de oui et de non que l'on fait pendant sa jeunesse. Là, tu parles d'un personnage malade qui parle à un fils... pas forcément malade, mais trituré. En tout cas, qui a un caillou dans la tête. Ça peut être un caillou politique, ça peut être un caillou... Et en parlant, tu cites ton père. Quels sont les rapports que tu avais avec ton père? Des rapports, je commençais par dire normaux, conflictuels à un certain âge. Mais des rapports de père et fils. J'ai décidé à 2-3 ans, voire il y a 5 ans, d'arrêter d'être dans la vénération de mon père. Oui, parce que ça a été dur pendant longtemps, notamment pendant l'adolescence, avec mon père. Mais au fait, après son décès, je pense que j'ai commencé à aimer mon père après sa mort. Et là, j'ai entendu ou réentendu, surtout compris, tout ce qu'il me disait. Et j'ai su, c'est pas parce que c'est mon père que je le dis, j'ai su la grandeur de l'homme qu'il était et sur quel rail il voulait nous mettre. C'est quand même mon père qui nous met entre les mains, mes frères et moi, l'objet livre. En premier. C'est-à-dire le premier billet d'avion que moi j'ai eu entre les mains, c'est le livre. C'est le livre. C'est mon père qui m'a mis 100 ans de solitude pour aller en Amérique latine, entre les mains. C'est bien normal pour quelqu'un pour un grammairien, professeur d'université, qui vous mette entre les mains ce qu'il considérait comme étant l'objet le plus précieux. Bon, après, ouais, je sais pas s'il faut parler en termes de normalité ou non, mais voilà. Et mon père a dit beaucoup de choses. C'est en fait une sorte d'initiation. Il nous mettait sur des sentiers comme ça. Oui, c'est de l'initiation. Et c'est vraiment plus tard que je me suis rendu compte. C'est toujours comme ça, on dirait. Et Joris, on parle de rapport père et fils entre toi et ta Benoît, que j'ai eu la chance de rencontrer et d'interviewer. C'était un de mes moments les plus sympas de ma carrière. J'ai interviewé quelqu'un et j'avais un traducteur à côté, donc c'était super. Quels sont les rapports? Tu es constamment, on peut dire, en vénération ou en souvenir de ces paroles, de ces propos? Non, moi j'ai eu beaucoup de chance, beaucoup de chance d'avoir un père pour qui chaque chose avait une histoire à raconter. Qui avait déjà échoué dans l'exil, puisque mon père a vécu, est parti faire fortune à Kinshasa, et les bêtises du pays a fait ce qu'il soit rapatrié, expulsé de Kinshasa, dans les années 60. Voilà, et il perd tout, femme, comme enfant, beaucoup tout le reste. Du coup, il revient pour venir épouser une femme de chez lui, qui le ramène à la maison. Et il se voyait beaucoup en moi, en me disant que tu es parti, mais ne fais pas comme moi, n'échoue pas. Donc, ce serait mieux que tu ramènes ce que tu as trouvé là-bas, tu ramènes à la famille. Dommage, bon, j'ai fait un fils qui porte son nom. C'est un père qui prenait le temps à tout, pour t'expliquer quoi que ce soit. Après, il contredisait les dictons habituels, religieuses, ou tout ce qui se disait. Mon père nous disait d'abord, il faut être des Yankees mais civilisés. Vous voyez, j'adore ça. Ça, je garde, je te le prie. C'est comme des guerriers pacifiques. Comme les guerriers pacifiques. Mon père, déjà, à cette époque-là, ils en parlaient. Il disait que règle les problèmes depuis là-bas. Parce que quand tu nous amèneras à la maison, on sera obligé d'être diplomatique. Donc, si même quand tu vois fauter, faute. Au moins, quand on te donne des baffes, tu sais sur quoi on te donne des baffes. Il est plus difficile de recevoir des coups de quelque chose que tu ne sais pas. Mais si tu veux fauter, tu fautes.
et tu assumes. Et quand tu arriveras, on trouvera tous la solution. Voilà, ça c'est un père que j'ai connu comme ça. Et la preuve, quand il m'a posé la question, pourquoi veux-tu abandonner les études, tu veux faire quoi? Et je lui ai dit, je voudrais faire ce que toi tu nous fais à la maison, mais je vais l'amener dehors et ça va donner plus de pesanteur. Et fais gaffe, je risque même d'être le plus riche de tes gosses. Et là, c'est c'est ce qui s'est fait. Il y a un aspect quand même curieux et très intéressant qui est commun à vous deux. C'est que vous travaillez avec vos frères. Toi avec Nestor et Chris avec Dieudonné. Et ça fait quoi de travailler avec quelqu'un avec qui on a grandi, qui est dans son entourage immédiat depuis des années? À toi l'honneur, c'est toi qui travailles avec ton cadet. Toi aussi, tu travailles avec... Moi, je travaille avec le grand frère. Toi, tu travailles avec ton petit frère. Alors, c'est quoi de bosser avec un petit frère? C'est totalement le fruit du hasard. C'est totalement le fruit du hasard. Le fruit du hasard, non, pas forcément. Non, qu'est-ce que je dis? Mais c'est pas calculé, si tu veux, au départ. Et moi, ça ne me fait aucun effet parce que moi, Dieudonné et moi, en réalité, on a plus de rapports professionnels que de rapports fraternels. De rapports fraternels. C'est-à-dire, quand on se retrouve au théâtre, jamais l'un d'entre nous ne posera un problème de famille. Non, ça n'existe pas. On va attendre que l'on rentre pour s'appeler au téléphone et limite se retrouver pour poser le problème. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que moi, je viens d'une famille d'artistes, en fait. Donc, d'une famille d'artistes, la majeure partie, tout le monde est dans la musique, en fait. Donc, et on a des pianistes, on a des saxophonistes, Christian qui est pianiste, mais j'ai deux autres frères qui sont pianistes. Oui, je connais Christian. Il y a Gervais qui est pianiste aussi. Enfin, voilà. Et sauf que Dieudonné et moi, donc, parce que c'était une petite règle, en fait, chez le vieux, il fallait suivre des études et apprendre à jouer à un instrument de musique. Sauf que moi, j'avais échoué à la flûte, j'avais choisi la flûte et le piano, j'avais échoué aux deux. Dieudonné avait choisi la guitare basse. Donc, en fait, on est un peu les deux échecs de la musique. Et bizarrement, vous êtes... côté, se mettre en scène, jouer, raconter des histoires nous a traversé. On a commencé en fait le théâtre à l'église parce qu'on était enfants de cœur tous les deux. On a un an de différence. Donc on a beaucoup joué ensemble. Quelle paroisse? Et on est à Wenzé, là, à Saint-Jean-Marie-Vianney. Et un peu plus tard, on a embrassé la chose théâtrale qui est une femme très difficile. Et pour toi, travailler avec Dieudonné, c'est normal? C'est normal, ça ne me pose, moi ça ne me pose aucun problème. En fait, c'est une compagnie qu'on a créée aussi sous la colère, c'est-à-dire pas seulement Dieudonné, mais Jorus et moi, à l'âge où nous commençons à devenir des hommes dans le pays qui est le nôtre. Tout ce que le pays nous a offert, c'était le fracas, les guerres, les bombes et les machins. Donc, c'était une période où il était difficile de faire du théâtre et de sortir de ces guerres-là. Donc, juste quelque temps avant qu'on ne vienne s'installer en France, au sortir de ces guerres-là, on avait, Dieudonné et moi, décidé de monter notre compagnie. Pourquoi on voulait monter cette compagnie? Parce que dans notre compagnie, on allait avoir plus de liberté de monter les textes que nous, on aimait. Ça allait être l'endroit où on allait beugler nos colères, nos frustrations, mais aussi montrer nos joies, nos éclatements. C'est comme ça que l'on monte. Donc ça nous donnait plus de liberté, ça nous donnait plus d'autorité. Et en plus, c'est une époque, je me rappelle très bien, on avait la niaque. Le désir de vouloir travailler mais sans arrêt. Vraiment travailler sans arrêt avec des gens qui veulent arrêter. À certains moments, vaut mieux se retrouver tout seul. Et on ne le regrette pas aujourd'hui parce que c'est comme ça que ça a marché. Donc on a créé les Bruits de la rue, la compagnie Les Bruits de la rue. Déjà le nom lui-même parle. Guerre. Bah ouais. Parce que à cette époque-là, le bruit était dans la rue. Le bruit était dans la rue. Tout prend la couleur. C'est même l'époque où les titres de musique, les titres des albums de musique, là, prennent un sens un peu militaire. État-major, loi, ultimatum. Tu as Pentagone du côté de BCBG. Faut pas oublier qu'on bascule dans une période où on parle Ndombolo. C'est un peu l'extrait que je viens de lire, si vous voulez. Et il y a une arme militaire qui est même surnommée Ndombolo. Voilà, tu vois, on est dans ce trouble-là, mais on est vraiment dans les bruits, dans le bruit et la fureur. Voilà. C'est un peu comme ça, c'est dans ce contexte-là qu'on crée notre compagnie pour dire ça et surtout
Parce qu'avant ça, on jouait dans les compagnies, on doyen. On avait estimé, peut-être pas prétention, qu'on avait assez appris et qu'il fallait que l'on crée notre compagnie, mais surtout, il y avait ce désir de liberté. Et avec Nestor, comment ça s'est fait? Moi, c'est par décret. Par décret. C'était décret familial. J'ai été fan de Nestor au théâtre. J'ai passé près de 10 ans où je connaissais tous leurs textes. Sans jouer. Je connaissais tous leurs textes, en fait. Mais ma question était simple. Je me posais la question, je faisais théâtre pour qui? Et il y avait un révolte au fond de moi. Même quand j'étais dans la compagnie Mon Nana, c'était la révolte. On répétait pendant 6 mois pour jouer 2 dates à l'Institut français. Et que si par malheur, on pouvait avoir des générales au lieu de répétition. Et pourtant, tout le monde dans la cité voulait venir au théâtre. Mais ils n'avaient pas l'accès. Et d'où l'idée m'est venue de dire, je ne savais pas au début ce que je faisais, que ça s'appellerait du conte. Parce que je me suis dit, si je dis ce que dit mon père en français au coin de la rue, ça aura un impact puisque moi je le comprends et que les gens vont aimer. Mais je n'avais pas la technicité. J'avais une idée de dire comment faire un demi-cercle et de se mettre là et de raconter des histoires. Et comment le public peut adhérer. J'avais Kinsa comme exemple, j'avais Louia comme exemple de conte. Même Marcel Manquita, c'était parmi mes conteurs préférés. Mais il me manquait quelqu'un qui pouvait rentrer, qui pouvait se mouler avec moi dans l'affaire. Et c'était difficile de convaincre un Nestor de dire quitte ton grand théâtre, viens travailler avec moi. Donc j'étais obligé de convaincre le père. Et c'est mon père qui a fait par décret à Nestor avec ton petit frère. de venir bosser avec moi. Vous deux ensemble. Je décide. Une belle histoire. Donc du coup, Nestor n'est pas... Et en fait, c'est mon problème de discipline artistique. Ouais. Et depuis, ça va faire 21 ans qu'Africa Graffiti existe. Ça fait la 17e édition cette année à Retour en Bongi. Comment ça se fait concrètement? C'est toujours, on est... chaque spectacle, c'est vraiment une naissance en douleur. On s'engueule, on y va. Parce qu'aujourd'hui, avec la différence comment s'approcher le texte, ça se voit, il vient d'éditer 2 recueils de contes. Quand tu prends 2 recueils de contes, tu prends mes livres, et vraiment, tu sens la dualité. On est encore en... Vous n'êtes pas dans le même environnement, les influences ne sont pas les mêmes. Le sous-texte. Tout ça, le sous-texte est toujours très, très, très glissant. Voilà. Donc, comme on parle de texte, je te donne donc des ombres. Je ne peux pas lire un texte de Nyanguna, en fait, d'Aoui Nyanguna. Il faut se rappeler que c'est l'unique depuis que le festival existe. Qui est 200 du de France exprès avec un spectacle de lecture que je l'ai embêté pendant toute l'année, qu'il est venu faire un concours de texte. Une sorte de performance. Mais justement, c'est aussi ça le problème des artistes congolais. Je préfère me limiter à la famille congolaise. C'est-à-dire qu'on oublie une chose. Ce qu'on oublie et qui est très important, c'est si moi je ne donne pas de l'eau au moulin de Jorus, qui va le faire? Jorus m'avait sollicité, cette année. En fait, c'était même une boutade. On est au resto, on mange bien. À un moment donné, il me dit, cette année, tu dois venir. Tu dois venir, quoi. Mais je sais qu'il n'a pas les moyens de m'inviter, je n'aurai pas de cachet. Je lui ai dit que je venais. Mais comme je m'étais engagé, j'ai pris mon billet d'avion et j'ai déboulé. C'est comme votre présence ici, vous vous êtes engagé. Ah oui, parce que c'est notre parole quand même. Un artiste ou un acteur qui ne connaît pas le sens du mot engagement doit changer de métier. Non, j'ai envie de dire ça, mais je cherchais une formule un peu plus atténuée. N'a pas sa place au théâtre. J'ai envie de dire, oui, il doit changer de métier. En ce sens que le personnage est un engagement avant de devenir une contrainte. On ne quitte le personnage que quand on salue. Tu ne te grattes pas parce que c'est pas ton tour de parler. Le personnage continue à jouer. Et donc, c'est un engagement qui est pris, un engagement, un contrat à l'intérieur de la pièce, déjà du comédien, entre le comédien et le personnage, entre l'acteur et le personnage, c'est-à-dire entre Chris et le personnage que je vais incarner. Alors, Chris... donc ça, c'est des ombres. C'est des ombres et des lueurs. Je vais faire un extrait plus court. C'est un texte... Même si c'est un peu plus long, ça nous ferait
C'est un texte qui est né toujours, moi, de cette série-là. Je suis en train de finir un troisième pour boucler cette boucle. C'est des textes que j'ai qualifiés, moi, dans le sens des textes de l'appel à la terre. C'est-à-dire, moi, je ne me considère pas comme un exilé politique en France. Moi, je suis arrivé parce que le boulot m'appelait et correctement et tout ça. Mais sauf que l'exil, il se vit de façon implicite en moi. En chacun, tu vois, en chacun de nous. Il m'est arrivé plus d'une fois de me poser des questions sur qu'est-ce que je fous là, par exemple. La plus simple. Et je n'ai pas trouvé d'autre moyen de répondre à ces questions que d'écrire des textes qui répondent soit à cet appel-là, qui règlent un peu mes questions. D'accord, donc extrait des ombres et des lueurs. Normal, ce sont des chiens et rien d'autre. À peine sortis du ventre de leur mère, qu'ils la désirent sexuellement. C'est connu ça, les chiens baisent leur maman dès qu'ils sont en âge de le faire, même leur sœur. Mais arrête, c'est ta mère. Oh, arrête, je te dis, c'est ta sœur. Non, il continue à donner des coups de rein, de plus en plus saccadés, de plus en plus virulents, tellement forts que finit par se former un nœud à la jointure des deux sexes. Un nœud très solide que même le plus grand marin du monde serait incapable de défaire. Et là, il faut attendre que toute la tension bestiale qui les a animés redescende. Redescende pour qu'il se sépare de sa mère ou de sa sœur. C'est comme ça. C'est aussi comme ça avec nos hommes politiques, nos politiciens là. Et c'est ce comportement de chien qui nous a tués, qui a tué notre pays, notre bêtise de dormir par terre, de lécher les os, de se lécher les couilles, d'aller fouiller dans la poubelle, de baiser sa mère, de baiser sa sœur, de baiser son peuple, de ne pas appliquer et respecter la loi. Ne cherchez pas les causes ailleurs, nom de Dieu. Elles sont là, sur le rebord de votre assiette à soupe. Les lunettes sont sur votre tête et vous passez votre temps à les chercher dans toute la maisonnée. Le président, par exemple. C'est le père de la nation, selon l'expression consacrée. Et donc nous sommes ses enfants. Alors, pourquoi il nous baise? Bon, maintenant, faisons un peu les comptes. Amusons-nous à faire un petit bilan, d'accord? Nous avions déjà le palu plus, le sida, le seigneur Ebola, la faim, grand maître la misère, le manque d'eau, le manque d'électricité. Ah, là, je m'arrête exprès parce que c'est fou la bêtise, hein. Je vous le dis sérieusement. Savez-vous comment les gens réagissent chez moi après une coupure d'électricité, après un délestage de quelques heures ou de plusieurs jours? Les femmes, les hommes, les enfants, les jeunes et les vieux, tout le pays, même les bébés qui naissent encore raccordés à leur mère par le cordon ombilical, tout le monde pousse un grand ouah de joie, comme si Yobo System avait marqué un but de la tête en finale de la Coupe du Monde. Tout ça parce que le courant est une denrée rare. Bon, continuons. La tuberculose et le choléra ont diminué grâce à l'Institut Pasteur, donc grâce à la France. Merci la France. Les AVC ont augmenté depuis la guerre. L'alcoolisme, le manque de culture, de bibliothèques, d'écoles, la prostitution. Bon, je m'arrête là parce que ça va m'énerver. Un peu de joie sur cette terre, merde. Bon, nous avons tout ce lot de merde qui nous couvre de la tête aux pieds. Sauf qu'on ne trouve pas mieux que d'importer des bêtises de partout dans le monde. Du Rwanda, du Lesotho, de l'Égypte, d'Afrique du Sud, du Zimbabwe, de la RDC, de la France, des USA, du Brésil, de la Chine, du Portugal, de la Turquie, de partout dans le monde. Et à la fin, ça nous fait une facture avec beaucoup de zéros bien alignés derrière. Et le comptable du pays, vous le connaissez. Le chef, il met son costume croisé signé Francesco Smalto et passe à la caisse payée. Parce qu'en plus, on paye nos dettes de bêtises. On est solvable. Normal. Qui paye ses dettes s'enrichit. Merci Chris. C'est d'une réalité très crue, des ombres et des lueurs. Ça fait rire, mais en même temps, ça fait réfléchir. C'est comme un miroir qui nous renvoie une certaine réalité dans nos pays, en Afrique. Ouais, voilà pourquoi je dis que c'était vraiment... C'est surtout de la colère. Faut pas se le cacher, c'est surtout de la colère aussi. C'est surtout de la colère sur le temps qui passe, sur la morosité du temps et sur les hommes. Sur les hommes et leur action. Loin de moi de penser que je suis parfait, mais... ouais,
c'est surtout de la colère et de la niaque. Parce que moi, je viens du Congo qui a de la niaque. Moi, je ne viens pas du Congo qui croise les bras. Moi, je viens du Congo qui cherche un peu plus d'humanité et de respect. C'est comme ça qu'on a grandi. Tout à l'heure, je disais à Jorus, nous sommes quasiment les derniers des Congolais, en tout cas dans les générations, avoir reçu de nos pères l'éducation qu'il fallait, quoi. Parce que juste après ça, il y a eu le cycle des guerres. Et puis la société s'est après, délitérée. ils sont partis à la retraite. Et aujourd'hui, on voit ce que ça a donné. Vous savez, moi, il y a une phrase de Sonny Laboutonsi que j'aime énormément. Quand il dit, en ce siècle, nous avons tout, sauf l'amour. Voilà. Et pourtant, ça fait 22 ans que Sonny n'est plus. Mais pourtant, ça fait 22 ans. C'est d'une actualité incroyable, la phrase. Jorus, l'extrait lu par Chris te parle. Oui, mais en fait, c'est toujours... on y revient toujours par l'amour de l'asticot qui veut de censure. L'asticot, il est dans sa situation et il dit encore, oh, ouais, ce serait bien de censurer la merde, quand même. Il n'a même pas pensé devenir patriarcat. Merci Jorus, merci Chris. Je rappelle votre actualité. Donc Chris, à partir du 26, du 26 au Grand tu es du Théâtre, côté du nord, Kengeji avec Dieudonné. C'est son texte, sa mise en scène. Exactement, que j'avais eu la chance de suivre avec Hermione Ngoma à Saint-Denis. À Saint-Denis, ouais. Voilà, Jorus, toi tu prépares pour Non, après le même Kengeji, après on va à Amsterdam. À Amsterdam au Hollande Festival entre le 13 et le 15. Et après, moi, je vais à Cologne parce que c'est un spectacle. Costume et demi-Dakar a été créé au Festival de Limoges l'année dernière. Et il sera joué sur la place de Paris dans 2 théâtres parisiens, pas mal cotés. Oui, donc l'année prochaine. Et je vais faire une série de représentations à Cologne et à Berlin. Et après, pour clore mon année, le 25 juin, je fais une performance à la Fondation Cartier que j'ai intitulée Tchikaya Utamsi, Bernard Dadier, aller-retour. C'est une performance entre les poèmes de Tchikaya Utamsi et de Bernard Bédadier à la Fondation Cartier. Un rendez-vous des cultures sera là, je suis sûr, ne pourra pas manquer cette belle occasion de voir cette relation entre Bernard Dadier et Tchikaya Utamsi, d'autant plus que dans quelques jours, ça sera la commémoration de la disparition du poète congolais. Du grand poète. Jorus, ton actualité, c'est... moi, voilà, fin du mois d'avril, en résidence ouverte au public, résidence de création, que je travaille sur la mort cette fois-ci. Sur la mort, en prenant l'exemple sur le conteur comorien, donc je reviens des Comores là-dessus, donc je vais toucher un peu ce sujet, que nous avons peur, et pourtant on a tellement peur de la mort, et pourtant elle est remplie de personnes que nous aimons. Et après, donc, ça sera le Congo. Le Congo, pareil, fouiner encore dans les rues pour continuer ce retour en Bongi. Après, il y aura le festival, le retour en Bongi. Après, de retour en juin pour une tournée France encore. Pour la promotion de deux livres. Il y en a d'autres qui vont sortir, mais je ne sais pas quand. Donc finalement, Christ a raison. Ah oui, il y a tellement de choses à dire. Et après, j'ai cette chance-là que j'ai tout le temps de demande des éditeurs. Donc, je trouve que vu la difficulté que les autres ont pour avoir rien que d'être reçu chez un éditeur, moi, ils viennent, ils demandent. Et j'ai dit que, vu l'urgence, il faut le faire. Donc, je le ferai. Et voilà. Et après, sinon, la Kabylie pour le mois de juillet, où j'ai réussi à mettre en place une nuit du conte qui part de 23h à 3h du mat. Donc voilà, il y a des choses qui se font. Je vous tiendrai au courant. Oui, merci. Donc, comme je dis une fois de plus, merci à toi, Jorus, merci à Chris de vous avoir déplacé, de vous être déplacé plutôt, de vous avoir répondu à notre invitation et de participer à ce numéro de Rendez-vous des Cultures. Et bonne continuation. Merci à vous également d'avoir suivi ce numéro. On se retrouve plus tard dans un autre numéro. Restez fidèles à Ziana TV et merci à toute l'équipe. Merci. Merci.